Alors merci de me donner la parole, merci pour cette organisation. Et si je pouvais commencer d'un mot pour dire que on parle d'une échéance qui est une échéance qui peut paraître lointaine, 17 ans, 2030, on se dit c'est encore loin. Et finalement, si on se replace 7 ans en arrière, on peut voir que les choses ont été formidablement vite. Et les choses ont diablement changé depuis cette période-là. À l'époque, Mathiolin n'aurait pas pris ses notes sur un ordinateur en pleine réunion. On n'aurait pas Olivier Carré qui compulserait des notes sur son iPad pendant la réunion. Guillaume Bachelet ne consulterait pas ses SMS pendant ce temps-là. Monsieur ne photographerait pas avec un appareil numérique et pourrait envoyer directement à son agence ses photos. Il a été obligé de passer par une salle noire. Monsieur ne me filmerait pas avec sa caméra, et ainsi de suite. Et on pourrait prendre toutes les applications qui dans notre vie ont changé. Les puissances n'étaient même pas les mêmes. Il y a 20 ans, on parlait encore de pays en voie de développement, de pays émergents, pour la Chine, pour l'Inde, pour le Brésil. Rien de tout cela n'existe plus aujourd'hui. Et on voit bien que la question qui nous est posée, c'est bien non pas seulement la question d'une sortie de crise, elle existe, mais plus davantage d'une mutation, et qu'il faut l'envisager ensemble, et qu'elle suppose effectivement de faire le pari, notamment de l'innovation. Alors, merci ce matin d'avoir réhabilité deux choses. D'abord, la politique dans une dimension qui n'est pas limitée à celle de l'actualité. On a chaque semaine des rendez-vous qui sont des questions d'actualité. Ce matin, on montre qu'on est aussi capable de faire aussi des questions d'avenir. Et puis, deuxième élément, c'est que merci aussi d'avoir, par ces quelques premières interventions, réhabilité de certaine façon la dépense publique, qui vient corriger aussi souvent l'aveuglement d'un marché qui n'a pas forcément la perspective, l'ambition non plus, souvent, d'arriver, ou l'intérêt à court terme de soulever les bonnes questions. Et donc, je voudrais donner quelques illustrations concrètes dans les transports de ce que peut permettre ce programme d'investissement. Deux exemples très courts, et après, je vais quand même dire quelques mots sur ce qui peut paraître manquer encore aujourd'hui. Alors, deux exemples très concrets. L'Institut pour la transition énergétique, donc VDECOM, qui est un lieu qui permet de regrouper à la fois des chercheurs, des industriels, des sociologues, des urbanistes, enfin des gens qui réfléchissent au transport pour demain, avec plusieurs grands axes de R&D, électrification des véhicules, délégation de conduite, donc ça veut dire tout simplement automatisation d'un certain nombre de déplacements, et puis aussi arriver à mieux croiser le développement et la conception d'infrastructures et de services. Deuxième exemple de ce que pourra aussi produire le programme d'investissement, c'est le programme Véhicules du futur, qui donc va chercher à contribuer au développement de véhicules avec un impact carbone qui soit effectivement beaucoup plus faible. Et c'est un programme qui donc est doté de 920 millions d'euros, piloté par l'ADEME. Alors je pourrais vous donner la longue liste des appels à manifestation d'intérêt qui ont déjà été lancés. J'en cite deux ou trois pour l'exemple. Évidemment sur la mobilité et les déplacements quotidiens de personnes et l'acheminement final des marchandises, le déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, les navires du futur, etc. Enfin, je ne passe, c'est des meilleurs. Et donc, avec un projet notamment, peut-être que dont vous avez entendu parler, qui est le projet Hybride Air, et donc qui est un projet qui permet, dans une technologie assez inédite, d'hybrider l'essence et l'air comprimé. C'est un projet qui est notamment conduit par PSA, qui peut faire parler d'elle de meilleure manière que depuis hier matin avec la retraite chapeau de M. Varin. Et donc, dans les transports, il y a énormément de sujets qui peuvent aujourd'hui bouger, qui sont, quand on rencontre l'ensemble des acteurs des transports, c'est assez formidable la façon dont nous pourrions demain être transportés. Alors, je ne parle pas de vaisseaux spatiaux, etc., c'est pour la science-fiction, et on n'y est pas encore, mais simplement savoir que quand on part le matin de ma circonscription, le sud Seine-et-Marne, et qu'on souhaite arriver, je ne sais pas, par exemple, à la Défense, et qu'aujourd'hui on met 2 heures, meilleur des cas, et donc qu'on sait qu'on va partir de chez soi, mais qu'on sait où est la place de parking pour trouver, donc à se garer en prenant le RER, parce qu'on a une application sur son smartphone qui permet de préciser
quels sont les emplacements disponibles, etc. Ça permet de dire à quelle heure exactement mon train va passer, de savoir dans quel wagon je pourrais rentrer, même de savoir dans quel wagon je rencontrerai ceux qui jouent aux échecs, ceux qui font du speed dating, ou ceux qui préfèrent au contraire parler ensemble du prochain week-end de randonnée. Ben voilà, il y a des tas d'applications nouvelles qui peuvent naître. Comment est-ce que je peux, si mon train est bloqué, trouver une station, la prochaine station multimodale où je pourrais pouvoir trouver des gens qui font du covoiturage, où je pourrais trouver... Donc il y a un certain nombre de... Ça fait rêver, parce qu'on en est encore loin, mais c'est tout près. Tout ça existe déjà sur la table. Il y a des entreprises, des startups, dans un pôle compétitivité que je connais bien parce qu'il est aussi en Seine-et-Marne, qui est pôle de compétitivité et mobilité durable, des entreprises formidables qui développent des projets qui sont extrêmement innovants. Et parfois c'est vrai qu'on est étonné de voir à quel point pas seulement la puissance publique, pas seulement les banques, mais aussi même les autres industriels sont frileux sur des produits qui sont parfois évidemment, qui paraissent tellement frappés au coin du bon sens qu'on se dit pourquoi tout le monde n'investit pas, et parce que c'est mieux que le loto, c'est plus sûr. Enfin bon, parfois il y en a qui font jouer au loto. Donc on a effectivement des applications qui peuvent bouleverser notre vie. C'est le numérique. C'est développer l'intermodalité, et puis aussi c'est l'amélioration des réseaux existants ou à venir, et c'est là où je voudrais en venir. Parce que tout à l'heure, Eric Woerth disait, bon, c'est pas facile, on nous a donné 35 milliards et on savait pas comment les dépenser. En termes de transport, je vais dire une chose, il suffit, non mais je caricature évidemment qu'il a été... Non, tu schématises. Je schématise. Il a été heureusement... je ne veux pas, mais vous étiez déjà là, donc vous savez très bien que je caricature. Et donc, mais enfin, il disait 35 milliards, on ne sait pas toujours comment les dépenser, comment est-ce qu'on les dépense. En matière de transport, il faut 10 minutes, parce que tout coûte cher et tout va vite. Donc, le problème, c'est que malheureusement, nous n'avons pas 35 milliards et que les projets de transport, vous savez qu'il y a eu pendant longtemps un schéma national des transports qui avait additionné les projets, la revendication, etc. Et qu'on avait ainsi cumulé 250 milliards d'euros d'investissement réel ou supposé, et qu'il a fallu l'an passé le rapport de Philippe Duron pour re-hiérarchiser ses priorités et se dire que finalement 250 milliards c'était peut-être beaucoup et qu'on ne ferait pas tout de suite. Donc la question n'est pas malheureusement complètement derrière nous, c'est-à-dire des transports, mais même encore devant nous, et même chaque jour c'est plus compliqué. Je reprends Eric Woerth qui disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de sujets de consensus. Il y en avait un autre qui était l'écotaxe. Malheureusement, c'est un sujet de consensus qui a été suspendu dans son vol. Et donc, ces sujets-là font que, en additionnant les milliards de revendications d'un côté pour les transports et de l'autre les milliards qui nous manquent aujourd'hui pour les financer, il y a un sujet encore, investissement d'avenir, qui ne peut pas être soldé uniquement par le PIA ou par tout ce qui a été pour l'instant mis sur la table pour les financements des transports. Et donc je voudrais évoquer devant vous la nécessité d'aller plus loin et de réfléchir à de nouvelles façons de financer les transports publics. Deux qui n'ont rien à voir et qui sont certainement de niveaux très différents, mais parce que je veux, non pas dans un approche très consensuel, et jeter des pierres à chaque fois et donner le sentiment que vous créez du dissensus pour le dissensus, mais au moins créer du débat. Premier point, c'est sur la façon dont on finance les transports publics. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être regarder plus avant, qui est introduire la publicité. Sur le web, la publicité est devenue un mode classique pour financer des supports qui autrement ne seraient pas gratuits. Et donc il y a toujours quelqu'un, d'ailleurs le gratuit, il y a toujours quelqu'un qui finance. Alors je ne dis pas qu'avec la publicité on va pouvoir financer tous les transports publics, mais je trouve ça fascinant de voir à quel point nous sommes rétrogrades ou archaïques ou frileux en tout cas, parce que ça fait des années que dans les couloirs du métro, du RER, vous avez des affiches. En revanche, quand on vous dit qu'il y a des écrans de télévision dans les rames, ou qu'on peut utiliser les pans de murs, enfin les pans des cloisons des véhicules, là ça devient totalement tabou, impossible. Ça, on voit
des mouvements, des soulèvements quasiment de protestation, alors que c'était peut-être là aussi un canal pour arriver à faire avancer les choses. Je pense à quelque chose qui a été fait sur la ligne Paris-Versailles, à l'occasion donc d'un certain nombre de réhabilitation. Et dans le RER, il y avait donc des décors qui avaient été refaçonnés, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'était à la fois de la publicité, et en même temps, c'était une formidable façon de valoriser le trajet, avec des usagers qui étaient très contents d'avoir un RER qui ressemblait plus à un RER, et qui donc voyaient même matière à satisfaction. Et je veux dire que c'est même parmi les lignes sur lesquelles les gens circulent, l'une des moins taguées, des moins dégradées, etc. Parce que quand on a quelque chose qui ressemble à quelque chose, on finit par s'y attacher. Bon, ça c'est un premier point. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui va être de trouver les financements les plus pérennes, enfin pérennes peut-être, mais en tout cas les plus massifs. Et donc je voudrais revenir sur un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis un an, c'est le sujet de la rente autoroutière. À l'horizon 2032, 33, 34, 35, donc plus loin que ce que vous nous avez donné comme créneau, comme horizon, on aura à nouveau, après le plan de relance qui va être signé dans les prochains jours et qui va donc prolonger un tout petit peu les concessions autoroutières, on aura à nouveau une rente autoroutière qui sera de l'ordre de 10 milliards d'euros par an et qui permettra à nouveau de retrouver des marges de manœuvre pour la puissance publique. Alors, le problème, c'est que c'est très loin et que je doute que nous ayons ce temps-là pour financer des transports du quotidien qui sont aujourd'hui en panne, en tout cas qui sont à la peine. Et donc, moi, je souhaiterais qu'on puisse étudier dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec la Fédération des travaux publics, avec les sociétés autoroutières, avec tous ceux qui ont un intérêt à la partie, le moyen de faire en sorte que nous allions vers... Alors, il y a aujourd'hui des propositions sur la table qui sont très différentes, je ne veux pas les citer, mais elles sont concurrentes, et donc qui permettent, soit par la prolongation des concessions, soit par des partenariats publics-privés, de trouver à valoriser tout de suite ces 10 milliards d'euros qui sont attendus annuellement à partir de 2035, pour arriver à faire en sorte de financer un nouveau Grand Paris qui a été évoqué par le Premier ministre, mais il faut bien reconnaître que le nouveau Grand Paris ressemble beaucoup pour l'instant à l'ancien Grand Paris, c'est-à-dire un projet qui est centré sur la zone très dense, sur la partie qui est déjà la mieux desservie en transport en commun, RER, métro, bus, pas partout, mais enfin, par contre, si on s'intéresse à la Grande Couronne, pour l'instant, le nouveau Grand Paris, c'est essentiellement le financement de schémas directeurs qui étaient déjà dessinés auparavant, et puis souvent ça va pas beaucoup plus loin, même ça va même pas loin du tout. Et donc si on veut arriver à financer la mobilité dans toutes les grandes agglomérations, et je ne pense pas seulement à la région parisienne, si on veut arriver à créer des transports de grande couronne, arriver à faire par exemple des voies dédiées, mais pas seulement, si on veut arriver à faire des parkings relais très très loin en grande couronne pour pouvoir faire du rabattage vers vers des transports en commun rapides et ferrés, eh bien, il faut des moyens, et donc ça suppose d'avancer maintenant. Et donc je voulais mettre ce caillou, parce que je ne pense pas que ce soit un pavé dans la mare, mais tout socialiste que je sois, me pense qu'il y a nécessité de réfléchir absolument dans la coproduction, dans la co-coco, eh bien, il faut peut-être imaginer effectivement de nouveaux partenariats, et les imaginer maintenant, vite, dans un moment. Tout à l'heure, on a parlé de ceux qui, le capital humain qui participe à l'innovation, et ensuite chacun a pu rebondir sur cette question-là en disant qu'effectivement, il n'y avait pas seulement des capitaux qui s'investissaient, mais aussi des hommes qui avaient un intérêt. Et donc maintenant, après avoir parlé de ce capital humain, de ceux qui innovent, il faut aussi parler de ces gens qui vont être les usagers de ces transports et qui ont aussi besoin qu'on s'intéresse à eux maintenant, très vite, parce que c'est aussi de leur dire dont on parle quand on parle d'investissement. Voilà, merci.